Alors, disons qu'on est dans la suite logique d'aller vers l'autonomie, parce que en tant que parent, c'est le désir qu'on a tous, hein, c'est qu'on veut bien les garder avec soi, mais à un moment donné, on sait qu'il va falloir les lâcher, et on sait aussi que plus on les lâche progressivement et intelligemment, mieux ça risque de se passer dans la vraie vie. Donc, c'était le premier sujet que, que Emmanuel a développé pour nous le 25 septembre. Et donc, on vous rappelle qu'il y a ce replay que Christian a réalisé. Euh, on relancera bon, pour l'obtenir. Vous l'avez de toute façon dans les mails qu'on vous a envoyés. Et, et donc, à partir de l'autonomie, l'autonomie permet de faire plein de choses. Et on a ciblé, entre autres, les ressorts de la motivation, et c'était le 5 octobre. Et autre chose extrêmement importante auquel on est tous vigilants en tant que parents, c'est de se dire que quand notre enfant commence à rencontrer des difficultés, quand notre ado a des difficultés, quand notre jeune adulte a des difficultés, et qu'on n'est plus là pour tout faire pour lui et pour le conseiller et le consoler, peut-être le conseiller, peut-être trop parfois, comment va-t-il se débrouiller? Et ça, c'est vraiment un souci, moi qui suis une vieille maman, c'est un souci continuel avec de jeunes adultes. Donc, autant que vous, jeunes parents, ne fassiez pas les erreurs que j'ai peut-être faites et, euh, et que vous soyez un peu plus armés en connaissant les mécanismes. Voilà. Donc, merci Emmanuel. Et puis, Merci Marianique. voilà. En tout cas, bienvenue donc sur cet atelier Rebondir après un échec. On va surtout parler, enfin, ça fait vraiment lien avec le thème de la résilience, mais j'aime bien de parler de la résilience ordinaire, la résilience du quotidien. Donc, comment faire face finalement aux difficultés de la vie, puisque évidemment la vie est faite de plaisir et de difficultés. Donc, on va être ensemble jusqu'à 22 heures. Euh, je me présente rapidement, mais je pense que toutes les personnes qui sont là, du coup, maintenant, ont appris à savoir d'où je viens et qui je suis. Mais voilà, donc je suis Emmanuelle Ducassé, je suis conférencière, formatrice et professionnelle de l'accompagnement. J'interviens dans le domaine de l'éducation, de la parentalité et du mieux-être au travail. Et donc, je suis formée avec un certain nombre d'approches que vous voyez ici. Je ne vais pas détailler, mais voilà, encore une fois, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur mon parcours, échanger sur différentes approches, ce sera toujours avec grand plaisir. Voilà, puis là, ça fait un petit récap de mes actions. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est vous ce soir et qu'on puisse voilà, prendre le temps de pouvoir échanger sur ce thème lié à la résilience. On est un petit groupe, donc n'hésitez pas à laisser vos caméras ouvertes. Vous êtes, voilà, c'est beaucoup plus agréable, ça va rendre plus humain évidemment ce moment. Si vous n'êtes pas à l'aise ou que pour des raisons pratiques et de contraintes familiales, c'est pas possible, ben, c'est OK, on le comprend aussi. Et puis, ben, je vous invite à plutôt fermer vos micros, sauf s'il n'y a pas de bruit parasite en les allumant. Et par contre, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment pour participer, partager votre expérience, avoir peut-être une question ou que sais-je encore. L'idée, c'est d'être vraiment dans l'interaction et le partage. Comme je le mets aussi à la fin dans mon intention, que ce moment il soit utile pour vous, parce que vous prenez le temps de vous connecter. C'est pas si simple quand on est parent avec les loulous qui sont à droite à gauche, ou c'est l'heure du dodo. Voilà, beaucoup de choses qui se mêlent à cette heure-ci. Et malgré tout, vous êtes là. Donc, ben, déjà, bravo à vous. Et puis, je pense que c'est important que vous puissiez vous féliciter de prendre ce moment, parce que ça veut dire que vous prenez soin de vous, de votre famille, de vos liens. Et donc, voilà, ben, c'est important. Et soyez-en fiers, parce que tout le monde n'a pas ce courage-là. Donc, bravo à vous. Et de tout cœur, j'espère que ces 2 heures vont être utiles pour vous. Vous me direz à la fin. Alors, au programme, au menu. Petit moment pour faire connaissance rapide. Ensuite, je vais partager quelques constats sur le bien-être des jeunes en milieu scolaire. Un constat, voilà, pas forcément très glorieux, mais
voilà, je pense que c'est important de le faire parce que c'est aussi la réalité de notre territoire, de notre monde actuel. Et puis, je vais vous parler d'un programme qui s'appelle le programme Spark. Je vais vous raconter son origine, je vais vous raconter quels sont ses objectifs. Et puis, on expérimentera quelques activités pour vous donner un petit avant-goût de ce programme, pour que vous puissiez aussi vivre peut-être certains effets et vous donner envie, peut-être en tout cas, d'aller travailler les éléments qui sont dans ce programme pour vos enfants, qui peuvent être travaillés dans le cadre de ce programme et bien sûr en dehors. Donc, petit tour pour faire connaissance. Je vais vous inviter juste à peut-être partager votre prénom, votre plus belle erreur. Une plus belle erreur, c'est une erreur qui, pour vous, a été source d'apprentissage. Et puis, avec quoi d'utile vous aimeriez repartir à la fin de cet atelier. Donc, les personnes qui souhaitent prendre la parole, eh bien, je vous en prie, allez-y. D'autres partages, d'autres erreurs, d'autres envies pour cette soirée? La dernière erreur, c'était de supprimer la visio de ce soir et de m'en apercevoir une heure avant pour envoyer le message de rappel avec un nouveau lien. Donc voilà le problème technique. On va peut-être se servir de ton erreur de la soirée, Christian, tout à l'heure. On va voir. Alors, autre question que j'ai pour vous, c'est à votre avis, votre niveau de résilience à vous en ce moment, à combien vous pourriez l'évaluer sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le niveau le plus faible et 10 le plus élevé? 7. Là, on est vraiment, en tout cas aujourd'hui, ce soir, parfois 9, parfois 4, oui. Et bien sûr, ça doit dépendre aussi des situations, évidemment. En tout cas, par rapport à ce que vous avez partagé là, vous avez un niveau de résilience qui est plutôt élevé, en tout cas supérieur à 5. Ça veut dire que vous avez déjà beaucoup de ressources. Et donc là, je vais vous inviter à partager dans le chat. Et puis les personnes qui souhaitent partager oralement, peut-être entre 1 et 3 ressources aujourd'hui qui vous aident particulièrement dans les moments difficiles. Si vous êtes déjà au-delà de 5, c'est qu'il y a des ressources, et même en dessous de 5, on en a de toute façon. C'est juste que parfois, on n'en a pas forcément conscience. Mais vous, qu'est-ce qui vous aide le plus à être, ou en tout cas à faire preuve de résilience? Je jardine. J'appelle ma meilleure amie et je fais de grandes balades en forêt. Yes. Ouais. Le temps, le sport, la musique. Dénouer l'émotion. Prendre l'air. Quoi d'autre dans vos ressources pour faire face aux difficiles situations? S'entraîner à le voir venir. L'émotion, ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été partagées. Dénouer l'émotion, le temps, le sport, la musique, le jardinage, les balades en forêt, appeler des amis, se dire on verra, les câlins, se rappeler des bons moments, décomposer le temps, traiter une situation problématique avant de poursuivre, le vélo, la cuisine, le jardinage, essayer de toujours positiver, passer le relais à quelqu'un si possible, travailler plus. Ouais, ok. En tout cas, il y a déjà beaucoup de choses que vous faites, et ça, c'est important aussi d'en avoir conscience. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez partagé là. Alors, quelques constats, je vais essayer d'être brève là-dessus, mais c'est quand même important qu'on puisse se le redire. Alors, ça date de 2014. UNICEF fait régulièrement une consultation nationale, notamment des 6-18 ans. Et ça, c'est celle de 2014. Il y en a une autre en 2018 où je vais vous montrer aussi quelques données. Et puis, la prochaine aura lieu en 2024. Donc là, ils sont en train d'informer. Donc, si vous avez des enfants de 6-18 ans dans la famille, n'hésitez pas à leur demander de contribuer à cette consultation nationale. Parce que voilà, plus il y a de réponses, plus ça nous donne évidemment un meilleur aperçu de la réalité.
Donc, ce que ça montrait, cette étude de 2014, c'est que 11% des adolescents ont déjà tenté de se suicider. C'est quand même un chiffre évidemment très élevé. 44% des 12-18 se sentent vraiment angoissés de ne pas réussir à l'école. Donc, c'est quand même des chiffres que je trouve assez frappants. En 2014, toujours, l'UNICEF avait démontré que plus d'un tiers des 6-18 ans étaient en souffrance psychologique. Le Covid étant passé par là, et vu le contexte actuel, je ne sais pas quels sont les chiffres, mais je serais étonnée que ce soit en tout cas en dessous. Donc voilà, un tiers, c'est quand même là aussi beaucoup. Et puis, dans celle de 2018, il y avait pas mal d'éléments relatifs aux moqueries, discriminations, harcèlement, puisque un enfant dès 7 ans se disait être concerné par ce type de situation. Et toujours en 2018, il y avait beaucoup d'angoisse par rapport à la réussite vis-à-vis de l'école. Un enfant sur deux est concerné dès 6 ans. Ça concerne plus les filles que les garçons, 1,5 fois plus en tout cas, dans l'étude de 2018. Et 67% des répondants angoissés de ne pas réussir à l'école. Donc là aussi, c'est des chiffres qui, je trouve, interpellent. Et celle de 2021, pardon, c'était pas 2018, mais 2021, j'ai repris les chiffres dernièrement. Donc, il y a plus de 5 enfants sur 10 angoissés de ne pas réussir dans la vie. Là, c'est même plus à l'école, mais c'est dans la vie. Les enfants veulent apprendre, mais aussi développer leurs compétences pour la vie. Donc, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a ça fait écho à la conférence qu'on a eue en septembre. Ça fait écho à ce qu'on discutait aussi dans notre dernier atelier, mais sur le fait que les enfants ont de plus en plus eux-mêmes conscience de l'importance des compétences psychosociales, donc ce qui les aide vraiment à vivre et traverser le quotidien au-delà des compétences académiques. Un tiers des enfants ne se sentent pas en sécurité dans leur quartier aussi. Donc voilà, on sent que finalement dans le constat, des émotions quand même assez difficiles, désagréables, que nos chers jeunes vivent au quotidien. Et donc ça, c'est quand même euh, pas négligeable. Et puis je trouve difficile en tant que parent de faire face à ce constat. Vous tapez sur Google rapport consultation nationale UNICEF France, vous verrez, les rapports sont accessibles, ils sont publics, donc vous pouvez avoir les rapports complets. Et puis, Fabien Fenouillet, qui est chercheur sur la motivation, avait fait une étude dont les résultats sont sortis en 2013, qui était aussi hyper intéressante, qui montrait la satisfaction de la vie en général, telle que les enfants vivaient à l'école. Donc là, on est vraiment à l'école du CM2 jusqu'à la terminale, et les émotions négatives qui étaient également vécues sur ces périodes. Il n'est pas toujours facile à lire ce graphique, en fait, il faut le lire un peu à l'envers. C'est-à-dire que du CM2 jusqu'à la terminale, on voit en fait que le bien-être à l'école, il dégringole, avec une chute quand même assez drastique à partir du collège. Et sans grande surprise, puisque la courbe des émotions négatives vécues, elle augmente de manière aussi exponentielle du collège jusqu'à la terminale. On voit que quand même, quand on arrive au lycée, les choses ont l'air de s'apaiser un petit peu, mais on voit vraiment une chute, notamment au niveau du collège. Et effectivement, c'est une période qui est très difficile pour nos jeunes, cette période du collège. Il se passe beaucoup de choses, au-delà évidemment de l'apprentissage du vivre ensemble, de toutes les conditions liées aussi à la scolarité aujourd'hui. C'est aussi une période, bien sûr, de transformation pour nos jeunes, puisqu'ils passent en 6e, ils sont encore, j'ai envie de dire, des enfants, et en 3e, pour la plupart, sont déjà avec une morphologie presque de jeunes adultes.
se dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite le plus pour nos enfants, hein. C'est ce qu'on avait aussi travaillé et évoqué lors de notre conférence de septembre. Je l'avais rappelé aussi à la dernière visio en distance, mais c'est tellement important de se dire qu'est-ce qu'on souhaite le mieux pour nos enfants et comment on les accompagne pour qu'ils puissent du mieux possible, en tout cas, aller vers ce mieux en faisant avec notre situation familiale, sociale, économique, évidemment, qui peut parfois rendre ce parcours parental et d'accompagnement euh, évidemment plus ou moins difficile. Donc, notre rôle, hein, c'est de pouvoir, voilà, effectivement, leur apprendre à dépasser les obstacles, les difficultés, continuer à avancer malgré les aléas du quotidien. Et donc, je vais vous présenter ce programme auquel j'ai la chance et le privilège d'être formée, qui est plutôt à destination des jeunes ados. Il y a une version aussi qui existe pour les adultes. Et je vais vous en dire quelques mots parce qu'il est intéressant. Et puis après, ce qui va être aussi surtout utile pour vous, c'est qu'est-ce qui recouvre et qui vous donnera, j'espère, des éléments, des pistes, en tout cas des leviers à travailler éventuellement avec vos loulous. Donc, ce programme s'appelle Spark. En anglais, Spark, ça veut dire étincelle. Et c'était vraiment cette idée de pouvoir développer les capacités de résilience de nos jeunes pour qu'ils puissent être en capacité d'apprendre à surmonter les obstacles et donc à rebondir. Donc, quand je parle de résilience ici, c'est vraiment la résilience ordinaire, la résilience du quotidien, hein, et non pas la résilience liée à des traumas que, évidemment, bon nombre de personnes vivent aussi. Comment il est né ce programme? Alors, il y a eu beaucoup de réflexions pédagogiques à propos de l'école. Ça a été développé par professeur Ilona Boniwell, qui est une chercheuse spécialisée en psychologie positive, qui a beaucoup contribué au mouvement de l'éducation positive aux États-Unis sur justement des questionnements à propos du bien-être à l'école et de la résilience. Comment est-ce qu'on peut justement accompagner nos enfants à se sentir bien et heureux à l'école pour apprendre mieux, tout simplement. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches qui ont été faites sur ce sujet-là, dont Ilona Boniwell s'est saisie pour pouvoir ensuite concocter et développer ce programme qu'elle a nommé Spark. C'est un programme qui a fait l'objet aussi d'études et de recherches et qui a été fait pas qu'en France. Vous voyez que ça a été aussi expérimenté en Angleterre, aux Pays-Bas, au Japon, à Singapour, avec d'autres personnes qui ont contribué à ces travaux de recherche, qui se poursuivent d'ailleurs encore du côté d'Ilona Boniwell via sa structure qu'elle a créée qui s'appelle Positran. Les recherches de ce programme-là ont montré évidemment un certain nombre de bénéfices. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle évidemment, avec des personnes qui arrivaient à mieux répondre aux épreuves de la vie grâce à ces capacités de résilience qu'elles avaient pu développer, grâce aux ressources qu'elles avaient pu développer, apprendre à travers ce programme-là. Et donc, ce que ces recherches ont démontré, comme vous le voyez là, hein, une meilleure santé, des personnes qui ont vécu plus longtemps, plus heureuses dans leur relation avec les autres, hein. Souvenez-vous, le besoin de proximité sociale fait partie des besoins fondamentaux psychologiques de tout être humain. Donc, là, le fait de se sentir heureux dans ses relations avec les autres, bien sûr, est aussi un levier important de l'engagement et du bien-être. Ça a démontré qu'il y avait plus de succès aussi à l'école et aussi au travail. Donc, ça impacte aussi le monde professionnel. Et puis, si je suis mieux dans mes relations, si je me sens mieux à l'école, j'ai moins de risques, évidemment, de me sentir en situation de mal-être ou déprimée. Et puis, ce que la recherche a montré aussi, c'est que lorsqu'on développe la résilience pour les enfants, on observe qu'ils ont des attentes quand même plus élevées, que ça permet de donner un meilleur sens à leur existence, qui sont plus aptes à se fixer des objectifs. Et à partir du moment où on se fixe des objectifs, on a plus de clarté sur là où on va. Et donc, ça nous donne plus le chance de pouvoir justement faire les efforts pour aller là où on veut aller. Ça amène le sentiment d'avoir plus de contrôle, plus de maîtrise, plus de confiance. Et à partir du moment où on sait où on va, où
on se sent plus en capacité. Bien sûr, on a plus de facilité à résoudre des difficultés et des problèmes et à avancer malgré ces aléas. Ce programme-là, il repose sur 4, on va dire, grands courants, 4 grandes approches. Celle de la psychologie positive, celle de la résilience. Ça utilise aussi beaucoup l'approche des thérapies cognitivo-comportementales, donc les fameuses TCC. Et puis, ça repose aussi sur les travaux liés à la croissance post-traumatique, c'est-à-dire comment les personnes qui ont subi des événements particulièrement traumatisants arrivent malgré tout à grandir de cette expérience, d'où ce mot de croissance post-traumatique. Donc, Ilona Boniwell, elle s'est servie de ces 4 fondements, piliers scientifiques, pour concocter et développer son programme. Ce programme-là, il avait vocation, il a toujours vocation, à cibler les enseignants, les élèves, les enfants, aussi les parents. C'est pour ça que je vous en parle, et de manière plus globale, finalement, toute la communauté éducative dans son ensemble, puisque, ça, je pense que c'est une phrase que Marie-Annick connaît bien et apprécie particulièrement. Hein. À plusieurs, on va moins vite, mais on va beaucoup plus loin. De façon un peu plus précise, c'est un programme qui se déroule en 6, 8 ou 12 sessions. Pour les jeunes ados, c'est des sessions qui durent entre 1 heure et 1 heure et quart. Chaque session a des objectifs et des compétences bien particulières qu'elle cherche à développer avec évidemment un plan détaillé, toutes les ressources mises à disposition. Donc, c'est vraiment un programme clé en main dont les enseignants peuvent se saisir pour pouvoir animer ce programme auprès des élèves. L'objectif de ce programme, c'est vraiment de concocter un sac à dos rempli de ressources pour pouvoir appréhender la vie, pour pouvoir surfer sur celles qui sont agréables et puis celles qui sont évidemment beaucoup moins agréables, voire désagréables. La vie, quoi. Donc, on est vraiment dans un programme qui va viser à développer des compétences qui sont évidemment très en lien avec les fameuses compétences psychosociales qu'on avait évoquées lors de la conférence, que j'ai rappelé aussi lors de notre dernier atelier. Vous voyez que là, sur la dimension des compétences cognitives, on a la capacité de maîtrise de soi, prendre des décisions constructives, avoir conscience de soi. Ça, c'est évidemment des compétences qui, pour pouvoir développer une capacité de résilience, vont être très importantes. Sur les compétences émotionnelles, réguler ses émotions, gérer son stress, évidemment, ça va avoir aussi un impact sur la résilience. Et puis, sur les compétences sociales, résoudre des difficultés, développer des relations constructives, communiquer de façon constructive, sont aussi évidemment des compétences qui vont être importantes pour évoluer au mieux dans notre parcours de vie. Et en fait, ce programme-là, quelque part, il est au cœur de toutes ces CPS puisqu'il va aller travailler quelque part un petit peu tout ça. Voilà, il est du coup très complet et très en lien avec ces fameuses compétences psychosociales. Pour rappel, ces compétences psychosociales, elles visent à favoriser le bien-être de nos chers loulous et puis notre bien-être à nous aussi en tant que parents évidemment, et aussi à pouvoir développer ces fameuses capacités de résilience. Donc, on est vraiment sur ces 2 objectifs derrière ce développement des fameuses CPS. Et puis, pour finir sur la présentation de ce programme, et puis après, on va un petit peu expérimenter de quoi il s'agit de manière plus concrète. Voilà. Sur les adolescents, il y a aussi de jolis bénéfices, puisque ça a des effets sur l'estime de soi, sur l'autonomie, sur la régulation émotionnelle, sur la motivation. Et puis, les recherches ont vraiment montré que ça diminuait les affects négatifs et les risques de mal-être et de souffrance psychologique, puisque la dépression est bien sûr une souffrance psychologique. Et là, vous avez des ados, donc toujours bien de faire parler ceux qui ont vécu le programme. Donc, il y en a qui disaient « ça nous sert à maîtriser nos émotions, à avoir des réactions plus adaptées. Ça nous a permis de trouver un moyen de nous calmer. Ça nous a appris que malgré les hauts et les bas, il faut toujours se relever. » Et puis, moi, j'ai eu la chance d'animer plusieurs fois ce programme auprès de jeunes. Et voilà, j'ai juste repris quelques retours d'expérience aussi qu'ils avaient partagés en direct
avec moi. Donc, j'ai entendu, ça m'a permis de prendre plus en compte mes ressentis, les écouter pour réagir le plus positivement possible. J'ai appris grâce à ce programme à faire attention à mes réactions, à mes émotions. Je peux maintenant me concentrer sur mes forces, puiser dans celles-ci mon énergie. Je peux me concentrer sur les activités qui me font du bien, approfondir mes relations avec mes personnes de confiance. Et enfin, j'ai appris à me donner un temps de pause avant d'agir et réfléchir aux conséquences de mes actes et à régler une situation qui mette à l'aise les deux parties. Moi, je trouve que c'est d'une maturité assez extraordinaire et je trouve ça génial de se dire que à l'aide de quelques séances seulement, eh bien, les jeunes développent de telles capacités et en ressentent autant les bénéfices. Et puis voilà, il y avait aussi une étude qui avait été faite cette fois sur les adultes, notamment pour la période du confinement, qui avait aussi là, montré des effets assez intéressants, puisque l'affect positif avait, comme vous voyez là, c'est la ligne rouge à droite, avait quand même significativement augmenté, et le sentiment des capacités de résilience, là aussi en rouge à gauche, comme vous voyez, avait aussi significativement augmenté. Et là, on était sur 8 séances d'une heure et demie en distanciel. Donc, assez intéressant comme résultat. Alors, parce que l'heure tourne et que vous êtes là aussi pour vous nourrir d'outils et de ressources, je voulais vous faire expérimenter, appréhender un petit peu quelques outils qu'on voit justement dans ce programme. La première question que j'ai déjà et qu'on pose d'ailleurs aux jeunes quand on fait ce programme-là, c'est c'est quoi la résilience pour vous? Parce qu'on parle de résilience depuis tout à l'heure, mais finalement, qu'est-ce que vous y mettez derrière? C'est quoi pour vous? Alors, je vois qu'il y a dans le chat. La capacité à se relever après être tombé, la capacité à s'adapter pour pouvoir toujours mieux rebondir et avancer. D'autres idées, d'autres mots-clés, associations, expressions, capacité à continuer avec. Ouais, ok, merci. Donc oui, je pense que vous avez bien compris ce qu'on a derrière la résilience. Je vais vous partager une définition, mais avant ça, j'avais un petit jeu à vous faire. Je vais vous demander de deviner de qui il s'agit. Je vais vous présenter le parcours d'une personne et je vais vous inviter à deviner la personne qui est concernée par ce parcours. À 22 ans, cette personne perd son travail. À 23 ans, elle perd une première élection comme représentant à l'Assemblée. À 24 ans, cette personne rate un projet entrepreneurial. À 27 ans, elle tombe en dépression nerveuse. À 34 ans, ça devrait vous donner un indice, elle perd les élections au Congrès. À 39 ans, elle perd une nouvelle fois. À 46 ans, elle perd les élections cette fois au Sénat. À 47 ans, son rival est nommé vice-président. À 50 ans, cette personne perd une nouvelle fois les élections au Sénat. Et à 51 ans, cette personne devient le 16e président des États-Unis. De qui s'agit-il? Abraham Lincoln, un monsieur qui est devenu président des États-Unis, mais non sans mal, un sacré parcours du combattant et une sacrée personnalité de résilience pour continuer à avancer malgré tous les échecs qu'il a pu évidemment suivre dans son parcours. Autre exemple qu'on prend souvent quand on parle de résilience, et évidemment, il y en a tellement, c'est difficile de choisir. Vous avez certainement déjà entendu parler de Philippe Croizon, qui du coup a les membres inférieurs et supérieurs qui sont plus là. Lui, il s'est dit, je vais décider de vivre, je vais croquer la vie, je vais montrer aux gens qui souffrent comme moi que tout est possible. Et donc, il a été un des premiers parmi les personnes handicapées à traverser la Manche à la nage. Et il y est arrivé. Et à chaque fois, il y a des vidéos que vous pouvez voir qui racontent son expérience. Il va souvent d'ailleurs dans les écoles, dans les universités, partager son expérience, témoigner, pour être source d'inspiration pour tout un chacun.
Moi, ce qui m'avait le plus marqué quand j'ai regardé ces vidéos, c'est à quel point il était en reconnaissance et en gratitude pour toutes les personnes qui l'avaient accompagné pour pouvoir réussir ce projet-là. Et qu'il y avait plein de moments où il nageait, où il n'en pouvait plus, et que c'était grâce aux encouragements et au soutien des personnes qui étaient avec lui, qui l'accompagnaient, qui le soutenaient, qu'il a pu aller jusqu'au bout. Et ce que tout seul, il n'aurait évidemment pas pu le faire. Et donc, ça nous redit à quel point, pour être résilient, en tout cas dans nos facteurs de résilience, l'importance de nos relations compte. Et quand on parle de relations évidemment positives, constructives, inspirantes, qui nous font du bien, des relations dites toniques et non pas toxiques. D'ailleurs, voilà, c'est aussi un sujet qu'on peut traiter avec les jeunes, hein, de faire la distinction entre des relations toniques et toxiques, et voir justement l'importance d'avoir des relations qui soient positives pour évoluer du mieux possible. Alors voilà la définition que moi je voulais partager avec vous sur la résilience. La résilience est une capacité à contrôler sa réaction face aux situations de la vie, à surmonter des difficultés et à rebondir après une épreuve. Hein, donc ça rejoint évidemment tout ce que vous avez dit auparavant. Tu disais les petites fleurs qui poussent sur un tas de fumier, hein, de cyrulnique. Et dans ce programme-là, on demande justement aux jeunes, hein, de définir la résilience. Et puis, on leur demande aussi de produire, de partager des métaphores autour de la résilience. Et donc, je vais vous poser à vous la question, quelle métaphore vous pourriez donner, vous, à la résilience? Si vous deviez faire une analogie, ce serait laquelle? Qu'est-ce qui vous viendrait en tête? Un rayon de soleil, ok. Ah, Johanna, l'arc-en-ciel. Mhm. Ok. Alors, quand on demande aux jeunes, il y en a qui ont dit, c'est comme une batterie qui donne de l'énergie. Un bambou qui se tord mais ne se casse pas. Hein, on prend souvent l'exemple du bambou ou du roseau qui est très dur, mais en même temps qui plie mais ne se rompt pas. Une fleur qui pousse sur la route et traverse le goudron, surfer sur une grande vague. Le printemps qui revient toujours après l'hiver. Trouver un plan B. Un élastique qui reprend toujours sa forme initiale. Un train ou une voiture qui peine dans la montée, mais qui finit par y arriver. Voilà en tout cas les métaphores que des jeunes ont partagées, qui je trouve sont toujours parfois, même souvent, beaucoup plus créatifs que nous. En tout cas, moi, ça me fait écho, toutes ces métaphores. Je sais pas vous, mais je trouve ça très, très parlant. Alors, notre rôle de parent, hein, on l'a vu, c'est de pouvoir justement accompagner nos loulous pour que ils arrivent à rebondir malgré cette difficulté qui fait partie de la réalité de tout le monde, y compris nous-mêmes. Et puis, la bonne nouvelle, c'est quand même que tout ça, ça s'apprend, hein, puisque c'est des compétences. Et puis, quelque part, la résilience, c'est un peu comme un muscle. Plus je développe des ressources qui m'aident à développer cette résilience, plus je m'entraîne à les utiliser, et bien plus ça va devenir un automatisme qui va me servir évidemment de façon durable dans mon quotidien. Donc ça s'apprend. Et puis de même qu'on s'entraîne à faire du vélo, du ski, de l'escalade ou autre, on peut s'entraîner au quotidien à muscler notre résilience. Alors on va voir comment, et notamment à travers ce fameux spark qui, au-delà de vouloir dire étincelle en anglais, a une autre signification, puisque ça reprend finalement ce qui se passe dans la façon dont on appréhende et dont on vit une situation, notamment une situation de stress ou une situation difficile. Donc le S, c'est pour se dire de manière assez simple, quelle est la situation et que s'est-il passé? Et là, on est vraiment sur les faits et rien que les faits. Donc, être le plus objectif possible. Ensuite, c'est le P qui veut dire perception. Donc là, c'est ce qui se passe dans notre tête, hein, le niveau cognitif. C'est qu'est-ce que je pense de cette situation? Qu'est-ce que ma tête, elle est en train de me monter? C'est quoi les pensées qui me viennent au moment où je suis en train de faire face à cette situation?
Et puis le A pour l'affect, comment je me sens. Donc là, ça fait le lien avec les émotions, hein. Donc en fonction de comment, de ce que me raconte ma tête, eh ben, c'est qu'est-ce que je ressens, c'est quoi mes émotions, c'est quoi, euh, comment je me sens. Et puis, en fonction de ce que ma tête, elle me raconte, des émotions qui me traversent en vivant cette situation, eh ben, quelle est ma réaction? Comment je réagis? Qu'est-ce que je fais concrètement? C'est quoi mon attitude? C'est quoi mon comportement? Et en fonction de mon comportement, de ma réaction, eh bien, il va y avoir des conséquences, soit positives, soit négatives. On va essayer de prendre un exemple pour que ce soit peut-être un peu plus concret. Christian, si tu me veux bien, je vais reprendre ton exemple de tout à l'heure, ton erreur, où tu disais, ben, la situation, c'est le lien qui a été envoyé pour se connecter à l'atelier de ce soir n'était pas le bon. Ça, c'est la situation, d'accord? Les faits, rien que les faits. Christian, c'était pas loin, si tu es d'accord. Quand tu as appris que c'était pas le bon lien, quelles ont été tes premières pensées? Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête? Bien, tout simplement que j'allais faire le maximum pour refaire un lien, etc. Donc les idées sont venues pour renvoyer un bon lien à tout le monde. Voilà, c'est tout. Ok. Qu'est-ce que Christian aurait pu se dire d'autre si on était dans une spirale plus négative? Ok, ce serait quoi les pensées? Qu'est-ce qu'il aurait pu se dire d'autre? Disons qu'en ayant il a une maîtrise, il a les compétences pour réagir. Donc effectivement, ça aide terriblement dans un cas pareil. Mais moi, personnellement, dans la même situation, ça aurait été panique à bâbord. Et il est certain que le stress se serait emparé de moi. Et j'aurais certainement pas fait ce qu'il fallait, attraper le mauvais bouton, cliquer là où il fallait pas, perdu mon temps. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais, et du coup, Mariannick, qu'est-ce que tu te serais dit à toi-même? C'est quoi les pensées que tu aurais eues? Sandra nous dit, je suis pas douée, ok? Quoi d'autre? Qui nous dit, je me serais traitée d'imbécile, hein, ok? Ouais, Je suis moi, à pas peu près. douée, je suis qu'une imbécile, quelle bonne à rien, de toute façon, j'y arriverai jamais, c'est toujours comme ça. Voilà, donc ça, c'est les pensées qu'on pourrait avoir dans une spirale plutôt négative. Et puis, si on est dans une spirale plutôt vertueuse et positive, c'est eh ben, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour régler le problème. Si maintenant on passe au A de comment on se sent, Christian, comment tu t'es senti? Quelle émotion euh, t'as, est venue quand tu as vécu ce moment? Émotion, on n'a pas le temps d'être dans les émotions, si ce n'est que je me suis senti quand même un peu bête. Je me dis, il faut absolument, absolument réparer ça et le plus rapidement possible. Voilà, c'est Alors, tout. est-ce que j'essaie de reformuler ce que tu dis, est-ce que ce serait un sentiment de culpabilité? Ah ben, je me suis traité d'imbécile, c'est vrai. Qu'est-ce que, à la place de Christian, vous vous seriez senti comment, les uns les autres? Ça aurait été quoi votre affect? Colère. Donc là, moi, j'ai entendu. Alors, t'as pas dit je suis piqué, mais t'as. Vexé. Fâché, je crois, t'avais dit. Fâché, vexé, ok? Oh, Perte de confiance, un sentiment de perte de confiance. Ok, ouais. Et puis, ben, si vous vous dites dans votre tête, je suis pas doué, j'y arriverai pas, je suis imbécile, ça m'arrive toujours à moi, et puis que vous sentez de la colère, de l'agacement, peut-être de la frustration, de la perte de confiance, quelle réaction peut potentiellement survenir à ce moment-là? bah, une forme de déprime. On Ça dépend. abandonne, Sandra, Marjolaine, déprimée, mais qu'est-ce que vous faites? Donc là, Sandra dit on abandonne. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme réaction? Perte de capacité de confiance, ça c'est peut-être plus lié à l'affect, mais ça peut être comme conséquence, oui, mais là on n'est plus sur la conséquence du coup. Mais sur vraiment la réaction, concrètement ce que vous faites. Donc il y a effectivement, on peut abandonner, on peut peut-être taper sur son ordinateur, hein.
je ne sais pas, dans un cas extrême. Mm. On peut peut-être dans une situation moins vertueuse, Christian aurait pu insulter ou engueuler, en tout cas, peut-être insulter ou en tout cas engueuler. Et donc, Ouais. la conséquence, ça peut être la perte de confiance. Hein. On peut imaginer aussi que la soirée si on était dans cette spirale négative, serait peut-être pas très sympathique. Hein. Une baisse d'estime de soi aussi. Donc, vous avez compris le principe. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, quand on est en tout cas, non pas comme Christian qui était dans une spirale plutôt vertueuse, constructive et positive, et parfois, hein, on est plutôt dans une spirale qui va nous amener sur des conséquences négatives pour soi et ou pour les autres. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aller eh bien, développer certaines compétences qui vont nous permettre justement de pouvoir passer du cercle vicieux au cercle vertueux. Une des dimensions du Spark, ça va être d'aller travailler justement le P de la perception pour aller justement prendre conscience de l'impact de nos pensées pour justement enclencher un Spark qui soit plus constructif pour soi et pour les autres. Donc, là, on a le spark négatif. Hein. Si je repars de mon S avec une situation stressante, que j'ai des pensées négatives, ça va beaucoup plus, évidemment, facilement enclencher des affects négatifs. Et si j'ai des pensées négatives et des affects négatifs, j'ai le plus de chances d'avoir des réactions, des comportements et des attitudes qui vont avoir des conséquences négatives pour moi et pour les autres. Donc là, on est dans le spark plutôt dit négatif. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre en place évidemment un spark positif, un spark ressource. On ne va pas faire tout le spark, évidemment ce soir on n'a pas le temps, mais je voulais au moins appréhender un petit peu avec vous le P de la perception, parce que rien que de travailler là-dessus peut déjà, dans bien souvent des cas, amener un spark beaucoup plus vertueux. Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous, sur cette image? Est-ce que vous voyez 3 bâtons ou 4 bâtons? Donc, ça dépend de là où on est. Ça dépend d'où on regarde. Donc, effectivement, 4 d'un côté, 3 de l'autre. Hein, tout dépend de notre position. Donc, en fonction de là où je regarde la situation, en fonction de ma place, eh bien, je ne vais pas forcément voir la même réalité. Quel est mon préféré? Ce que l'on voit n'est pas toujours ce que l'on croit. Hein. Donc, notre perception nous joue beaucoup de tours. Et donc ça, c'est important d'en avoir conscience. Hein. Ce que je vois n'est pas la réalité de ce qui est. C'est une réalité parmi des réalités. Et donc l'invitation, c'est vraiment à poser ses lunettes et puis en prendre d'autres. À chaque fois, je me dis, il faut que j'achète des lunettes de différentes couleurs. Mais vraiment cette idée de porter des regards différents sur une même situation, parce que évidemment, je ne vois qu'une réalité et pas l'ensemble des réalités. Et les pensées ne sont pas des faits, elles restent des pensées. Donc, ce que notre tête nous raconte, c'est pas forcément la réalité de ce qui est, et c'est pas forcément des faits. Notre tête, elle nous raconte beaucoup de choses. On n'est pas obligé de croire ce qu'elle nous raconte. On n'est pas obligé d'écouter ce qu'elle nous raconte et on n'est pas obligé de faire ce qu'elle nous raconte. Alors, pour aller un petit peu plus loin avec ces fameuses pensées, justement, eh bien, on va utiliser une métaphore. C'est celle du perroquet. Et je vous présente mon perroquet, ici présent. Et ce petit perroquet, en fait, il représente mes pensées. Et je vous invite à vous imaginer avec un petit perroquet sur votre épaule qui représente ce que votre tête vous raconte. Et puis, nos perroquets, ils nous racontent beaucoup de choses. Et on va voir justement qu'est-ce qu'ils peuvent être amenés à nous raconter et comment ça peut influencer notre affect
nos réactions et du coup les conséquences que ça a sur notre quotidien. Donc, petit jeu, je vais vous inviter à trouver le nom des différents perroquets. On en a 5 à trouver. Les voilà. Alors, le premier. Quand ce perroquet se pose sur notre épaule, il a plutôt tendance à blâmer tout le monde et il blâme les autres et il blâme aussi lui-même. Donc, c'est les autres et soi-même. Il accable, il s'accable, il exagère parfois les fautes et puis parfois il peut avoir l'air têtu et vaniteux. En tout cas, souvent, quand on a ce perroquet sur notre épaule, on ressent plutôt de la colère contre les autres ou contre soi-même et on éprouve en général, après coup, un vif sentiment de culpabilité. Ce que ce perroquet va nous dire, ce sont des phrases du type « Tu es l'unique responsable », qu'il prenne ses responsabilités, qu'il se pose des questions, ou, si c'est vers soi, « Tout est de ma faute ». Alors, à votre avis, comment est-ce qu'on l'appelle ce perroquet? Bonjour Coco. Culpabilité. Culpabilité? D'autres idées? Monsieur le juge, Quoi d'autre? votre honneur, ouais. C'est ça. Dans le chat, des idées? Je sèche. Alors, on l'appelle l'accusateur. Alors après, il n'y a pas de dogme sur ces noms. Vous pouvez y mettre quelque part le nom que vous voulez tant que vous le retenez et que ça vous aide à pouvoir identifier clairement les perroquets qui se posent sur votre épaule. Deuxième perroquet, on poursuit. Alors lui, fort sympathique, il croit tout savoir et en particulier ce qui est juste. Il a plutôt la tendance à être donneur de leçons. Et puis, quand on l'a sur son épaule, on se sent plutôt comme la victime d'une grande injustice. On peut se sentir brimé, bouleversé, avec une envie soit de s'isoler, soit de critiquer, soit les deux. Et donc, ce perroquet, il va nous dire des choses comme « il devrait faire ceci, il ne devrait pas faire cela, c'est tellement injuste. Je l'avais bien dit. » Ah, j'adore celle-là. Je l'avais bien dit. Hein? Combien de fois Censeur. on dit ça, tous les parents? Je te l'avais bien dit. Le censeur. Le censeur. Pardon, Sandra. Il ressemble à ma mère. Euh, moi, j'ai une expression, le yaka faucon. Le yaka faucon. Ouais, pas mal. D'autres suggestions? Le moralisateur. Le moralisateur? Eh oui. Hein, bravo, Hello. C'est ça, le moralisateur ou le juge, hein, parfois aussi, qui est donné comme nom. Ça, c'est celui de ma mère à moi. Celui-là, il s'inquiète de tout, de l'avenir, de comment la situation actuelle peut jouer en sa défaveur. Dans ses pires moments, il peut tourner les choses en catastrophe. Donc, quand on l'a sur notre épaule, on ressent plutôt de l'anxiété, de la peur, de la nervosité. Donc, il va dire des choses comme « c'est la cata, ça va mal tourner, ça va être affreux, épouvantable, terrible. Oh, mais comment tu vas faire? Comment je vais faire? Dans quel L'angoissé. ton? L'angoissé. L'angoissé, La victime. la victime, Le catastrophiste. le catastrophiste. D'autres idées? Tout Le simplement pessimiste. l'inquiet. Ok. On a nommé tout simplement l'inquiet, mais voilà, hein, encore une fois, il n'y a pas de dogme sur ces noms. Encore un? Alors lui, il affirme que tout est perdu d'avance. Il n'aime pas se mettre en avant, il ne se sent pas à la hauteur et les autres semblent toujours meilleurs que lui. On ressent plutôt de la tristesse, on se sent embarrassé, honteux, déprimé quand il nous parle et qu'il est sur notre épaule. Donc lui, il va dire des choses du type « lâche l'affaire, les autres sont meilleurs que toi, tu n'es pas à la hauteur. Tu ne sers à rien. » Oui, j'ai oublié celui-là. Le défaitiste, hein, tu ne sers à rien. Et puis un petit dernier. Alors lui, il se fiche de tout.
Il pense que tout ira pour le mieux. Il ne s'intéresse pas à l'avenir. Il attache peu d'importance aux conséquences. Il peut paraître désagréable, nonchalant, désinvolte. Donc, il se sent plutôt, quand on l'a sur notre épaule, on se sent plutôt détaché du présent, désintéressé, désengagé. Donc, lui, il va nous dire des choses du type, ça n'intéresse pas tant que ça. Ouais, et alors? So what? Hein, comme diraient les anglophones, so what? Ouais, comme si j'en ai quelque chose à faire. On s'en fout. Comment qu'on l'appelle celui-là? C'est le je m'en foutiste. Donc, on a une belle brochette là de perroquets négatifs. Et ce que je vous invite à faire là, c'est de vous demander quels sont parmi ces 5 perroquets ceux qui ont tendance à se poser le plus souvent sur votre épaule, sachant qu'on les a tous plus ou moins un petit peu, hein. Mais il y en a qui se posent plus souvent sur notre épaule que d'autres. Et il y en a qui ont plutôt tendance à voler très loin et à pas venir souvent nous voir. Donc là, je vous invite à repérer ceux qui viennent souvent sur votre épaule. Moi, j'ai beaucoup l'accusateur, hein, malheureusement. L'accusateur qui vient souvent se poser sur mon épaule. On peut en avoir plusieurs hein, qui se posent souvent sur notre épaule aussi. Ouais, donc vous arrivez comme plutôt bien à repérer vos perroquets. Super. En tout cas, l'idée, c'est que plus j'ai conscience hein, des perroquets qui viennent se poser sur mon épaule, plus ça me permet d'avoir aussi conscience de mes perceptions et de pouvoir essayer de me raconter autre chose dans ma tête, hein, qui soit plus constructif et positif, parce que bien sûr, quand on laisse aller ces perroquets-là nous parler, c'est pas forcément bon pour notre morale, et c'est pas forcément bon pour les émotions que ça va nous faire vivre par après, et du coup, ça peut parfois, évidemment, conduire à des réactions qu'on regrette. Si on passe pas par ce processus hein, de Spark, en ayant conscience de toutes ces étapes qui nous permettent justement de nous en rendre compte pour ne pas nous laisser envahir et ne pas subir la réaction qu'on va avoir, mais bien la choisir. Est-ce que ça va sur ces perroquets, la perception? D'accord. Après, on va dire c'est les principaux types de pensées négatives qu'on peut avoir. C'est pas exhaustif, hein, mais c'est en tout cas celles qui reviennent le plus souvent. Donc, l'idée, c'est d'aller travailler ce P hein, de la perception en mettant en place, en tout cas en étant à l'écoute de nos perroquets négatifs. Parce que si je perçois et j'ai conscience de ces perroquets, eh bien, je peux agir dessus hein, et notamment mettre ce qu'on appelle en place une pensée alternative, c'est-à-dire me raconter une autre histoire pour justement ne pas avoir des émotions qui viennent me submerger et puis subir ces émotions et subir mes réactions et regretter derrière potentiellement une réaction qui ne serait pas appropriée. Donc l'idée, c'est de passer à un Spark plutôt solution pour aller donc rééduquer nos perroquets et mettre en place aussi peut-être faire appel à d'autres perroquets, cette fois positifs. Hein. Donc il existe aussi évidemment des perroquets positifs, heureusement. Et puis une fois qu'on a travaillé ce P, cette perception, on va après travailler le A, ce qui fait vraiment le lien avec les compétences émotionnelles. Donc on va aller comprendre comment le cerveau fonctionne en lien avec les émotions. On va apprendre quelles sont les compétences émotionnelles, comment les développer. Donc on a toute une dimension sur le A lié à ces compétences émotionnelles. Et puis sur le R, on va aller travailler plutôt ce qu'on appelle l'assertivité, comment pouvoir réagir de manière responsable et respectueuse, c'est-à-dire partir des faits et rien que des faits, pouvoir être au clair sur nos perceptions, nos affects, aussi nos besoins. Donc, c'est très en lien avec notamment la communication non violente, mais il y a d'autres outils hein, qui permettent aussi de travailler l'assertivité. Peux-tu donner un exemple de perroquet négatif et de pensée alternative? Oui, alors, ça peut être, par exemple, si je reprends encore
la situation de tout à l'heure avec notre cher Christian. Supposons, ce n'était pas le cas, mais qu'on reprenne ce que vous avez partagé en disant bah, je suis nul, je me suis encore trompée, je suis qu'un imbécile, c'est toujours la même chose. Plutôt que de rentrer dans la spirale infernale des émotions négatives avec la culpabilité, la honte, et puis peut-être au final d'abandonner et de créer encore plus de soucis qu'il y en avait au départ, peut-être c'est de se dire, ah, ben en fait, non, je suis pas un imbécile, non, je suis pas nul, j'ai juste fait une erreur, ça arrive à tout le monde, c'est encore possible de la réparer et de pouvoir faire en sorte de trouver une solution pour que tout se passe au mieux et qu'on passe un beau moment de partage et d'enrichissement ce soir dans notre atelier. En fait, il y a plusieurs options. Soit, en fait, on va faire appel à ce qu'on appelle le thermomètre de la confiance, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu nos perroquets sur le banc des accusés, et puis on va voir est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils ont tort, nos perroquets, quand ils nous parlent. Quand un perroquet est en train de me dire que je suis nulle, il y a de fortes chances que je ne le sois pas. Et donc là, je vais lui demander de partir bien loin, voir si ça me fait du bien, je lui tends le cou. Comme ça, il se tait. Et puis, il ne me dit plus des choses comme ça. Parfois, il peut y avoir des situations où le perroquet nous parle et puis finalement, il y a des aspects où il a plutôt raison et d'autres où il a plutôt tort. Si je prends l'exemple de une situation où je suis parent, je suis arrivée à la maison, j'ai vu les chaussures, les chaussettes, les manteaux qui traînent partout par terre dans l'entrée et j'ai commencé à m'exciter, à me dire c'est pas possible, c'est toujours la même chose, avec tout ce que je fais pour eux, franchement, je comprends pas, ils font jamais d'efforts, et puis la colère monte, et puis ma réaction, c'est de leur crier dessus. Et puis du coup, comme je leur crie dessus, eh ben, ils s'énervent, et puis à leur tour, ils piquent une crise de colère, et puis on imagine la soirée sympathique qui s'ensuit derrière. Si je suis dans ce processus de Spark Solution et que j'arrive à la maison, que je vois toutes ces choses par terre et que je suis à l'écoute de ce que ma tête me raconte et que je vois que ça y est, ça commence un petit peu à monter en mayonnaise dans ma tête, peut-être qu'en pensée alternative, je peux dire, OK, j'ai passé une journée fatigante au travail, j'arrive, je suis fatiguée, je me sens stressée, c'est pas agréable, effectivement, d'avoir tout ce bazar quand je rentre à la maison. En même temps, si je m'excite et que je crie, ça va rien solutionner. Au contraire, je leur apprends pas les bonnes attitudes à avoir. Donc, je vais me calmer le pompon et puis je vais voir comment je réagis et comment je gère ça plus tard. Vous voyez, ce sera un peu ça le processus. C'est un peu long, hein, là, comment je vous l'ai fait, mais c'était un petit peu pour vous donner l'idée dans vraiment le fait de dire, ben là, la perception que j'ai, non, elle est faussée parce que je suis fatiguée. Et puis peut-être que n'y a pas de règles qui disent qu'il ne faut pas mettre le bazar dans l'entrée, hein. Est-ce que je suis claire sur mes attentes avec mes enfants? Peut-être pas. Peut-être que j'ai ma part de responsabilité. C'est plus clair? Super, Anna. Génial. Et donc, je reprends sur mon Spark. Le R, on va aller travailler l'assertivité. Donc, on peut faire notamment pas mal de jeux de rôle avec les jeunes pour les mettre en situation et travailler cette communication respectueuse, hein, qui est un vrai apprentissage qui, évidemment, prend du temps. Et puis, tout ça va nous permettre, on l'espère en tout cas, c'est l'objectif de ce Spark Solution, d'amener des conséquences plus positives pour soi-même et pour les autres. Sachant que, évidemment, tout ça dans la vraie vie, ça va très vite. On a rarement le temps même de voir tout ce processus-là. Donc, l'idée, c'est le plus possible de pouvoir, en général, ce que moi je recommande, c'est le soir, hein, quand on se couche, de dire, allez, je revisite ma journée. C'était quoi mes réactions aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Et puis peut-être essayer de trouver une situation, au moins une situation en tout cas, en disant, bah tiens, c'était pas terrible ma façon de réagir, les conséquences, bon, pas terrible non plus. Comment j'aurais pu faire autrement? Allez, tiens, je vais sparker la situation.
je vais sparker la situation et je vais la refaire. Et puis, ça donnerait quoi si j'essayais de mettre en place une autre pensée alternative? Ça donnerait quoi si j'avais régulé différemment mon affect, etc. Pour vraiment s'entraîner à avoir un processus plus vertueux. Et plus je m'entraîne à revisiter les situations et à les mettre dans un cycle plus vertueux, plus j'ai de chances, quand les situations se passent, de pouvoir derrière réagir de manière plus vertueuse en mode automatique. Parce qu'en fait, je vais créer dans mon cerveau des nouvelles connexions neuronales, des nouveaux chemins neuronaux, petit à petit, qui vont se renforcer et qui vont faire que de plus en plus, je vais être dans ce type de cercle et de cycle vertueux. Ouais, souvenez-vous, hein, c'est un muscle, la résilience. Donc, effectivement, ça veut dire quand même se retrousser les manches. Et en même temps, on a l'impression que c'est une montagne. Mais si je fais ça un petit peu chaque jour, vous allez voir que assez vite, quand même, notre cerveau étant tellement plastique, vous allez probablement voir les bénéfices quand même assez rapidement. Ne serait-ce que si demain, vous portez juste attention à ce que votre tête vous raconte et que vous le faites peut-être même pendant plusieurs jours, vous verrez que rien que d'observer ça pourra certainement déjà faire une différence. Oui, c'était justement la question de Sandra, comment faire à son ado. Eh ben, on peut parler de ce Spark à son jeune. Vous pouvez lui dire, tiens, on m'a parlé d'un truc là, j'aimerais bien partager avec toi pour voir ce que tu en penses. Vous pouvez lui parler des perroquets, hein, les ados, ça leur parle les perroquets. Hein. De leur montrer ces perroquets négatifs, d'avoir une discussion. Bah, tiens, est-ce que tu as le sentiment que toi, ils te parlent, ces perroquets-là? Est-ce que tu en as conscience ou pas? Qu'est-ce que tu pourrais te dire d'autre à la place? Donc, c'est vraiment d'être dans un échange pour partager ce qu'on a fait ensemble ce soir. Peut-être même, comme il y aura le replay, vous pouvez, pourquoi pas, regarder le replay avec eux. Mais là, l'idée, c'est vraiment dans l'échange. Après, je vais vous montrer, il y a un jeu aussi que Positron a fait, que vous pouvez éventuellement utiliser en famille. Et puis, voilà, c'est un travail, j'ai envie de dire, un peu de tous les jours. Hein. Donc, ça peut être quand votre ado, il vous raconte une situation qu'il a vécue, ben, peut-être vous pouvez sparker soit en parlant du spark, soit en essayant de le recentrer, en fait. C'est important de le laisser parler, évidemment, par rapport à comment il a vécu les choses, etc. Et puis après, lui dire, revenir, OK, donc si je comprends bien, dans cette situation, il s'est passé ça. Donc, vous reformulez avec les faits. Et puis, si je comprends bien, tu as pensé ça de cette situation. Du coup, ça t'a fait vivre tel ou tel sentiment, émotion. Et en ayant pensé ça et en ayant ressenti ça, voilà comment tu as réagi et voilà quelles sont les conséquences. Donc, en fait, vous pouvez reformuler quelque part son discours, ce qu'il vous raconte, en ayant en tête ce spark pour vous aider à reformuler les choses d'une manière qui soit constructive. Et puis après, se dire, bah, comment est-ce que tu aurais pu faire autrement? Qu'est-ce que tu aurais pu te dire d'autre? Comment tu aurais pu peut-être prendre soin de tes émotions pour éviter de surréagir et d'avoir ces conséquences néfastes? En fait, ce qui est important, je pense, peut-être, c'est d'avoir en tête que ben, ça va se faire étape par étape et que la première étape, ben, c'est déjà de se l'appliquer pour soi-même. Parce que pour pouvoir justement le transmettre à nos enfants, à nos jeunes, ben, c'est important de l'appréhender pour soi-même déjà. Sinon, ça va être difficile. Donc, plus vous allez le pratiquer, plus vous serez en mesure derrière, quand votre ado il va faire part d'une situation difficile qu'il est en train de vivre, de pouvoir reformuler, refléter ce qu'il vous raconte en vous aidant de ce spark que vous aurez déjà appréhendé. Il faut expérimenter aussi, de voir en reformulant en miroir justement à l'aide du spark, ben, quelle différence ça fait dans l'échange en fait avec votre ado et quelle différence ça peut faire pour votre ado. Qui me viennent en tête là par rapport à ce que tu dis. La première des choses, c'est que quand même, dans ce que tu amènes là, on voit bien que la perception est différente, la perception des situations pour toi et pour eux.
Donc déjà d'échanger sur le P peut déjà peut-être amener des choses intéressantes. Parce que là, on voit bien que c'est une question de perception finalement, ce que tu partages là. Et puis la deuxième chose, c'est que évidemment, ça reste une ressource, ça reste un outil, et que à chacun de s'approprier tout ça. Parfois, en tout cas moi dans les exemples que j'ai autour de moi, surtout les jeunes, ils n'ont pas forcément envie de prendre ce qu'amènent les parents aussi, par opposition ou voilà, par principe. Et parfois, ils s'en saisissent plus tard, quand ils seront prêts. Donc peut-être que moi, surtout vis-à-vis des ados, je crois qu'il ne faut pas forcément avoir d'attente particulière. On sème des graines, et donc de se dire, ben, je vais partager ça, parce que moi, ça me semble intéressant. D'être authentique, hein, en vous disant, ben voilà, les doutes que j'ai, ou voilà comment moi je l'appréhende. D'être dans l'échange, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et puis si vous dit, c'est nul ton truc, laisse tomber, ça sert à rien, ben, c'est pas grave. Mais il l'aura entendu au moins une fois. Puis des fois, ils reviennent, hein. Au fait, c'était quoi ton truc là? Tu m'avais parlé un jour des perroquets là, sur ton épaule là. C'était quoi ton truc? Sûr. Et c'est là où le spark, oui, Voilà. c'est là où le spark est intéressant de se dire, bah, qu'est-ce que ta tête, elle te raconte, qui fait que tu le vis aussi mal? Qu'est-ce que tu peux te raconter d'autre? C'est quoi les émotions que tu as? Et surtout pas les nier, mais là, je ne l'ai pas abordé ce soir, parce qu'on ne peut pas tout aborder. Mais là, évidemment, le lien avec les compétences émotionnelles sur le A de affect, il est hyper important pour accueillir l'émotion que le jeune y vit du fait de cette erreur ou de cette mise à mal ou de cette mise en échec. Et puis se dire, ben, en fonction de ce que je pense, de ce que je ressens, comment est-ce que je peux faire en sorte de me raconter une autre histoire et de pouvoir me ressourcer pour me faire du bien et pouvoir repartir. Donc c'est ça aussi qu'on travaille dans le Spark avec, bah, c'est le prochain Spark que je voulais vous montrer, hein, de travailler le Spark solution et de travailler le Spark musclé. Donc dans ce Spark musclé, on va aller travailler bah, des perceptions qui vont être positives. Donc on va avoir des perroquets positifs. On va avoir aussi la question des forces de caractère, quelles sont nos qualités. Donc, une conscience de moi, en tout cas, une auto-évaluation de moi qui soit positive, plutôt que de me regarder qu'avec mes faiblesses et puis mes points faibles et puis mes limites. Et ben, je peux aussi peut-être avoir conscience de mes forces et de ce que je sais aussi bien faire. Dans les affects positifs, on va aller travailler les activités qui nous ressourcent, ce que j'aime, parce que c'est important quand notre bien-être il est mis à mal de pouvoir se faire du bien. Mais pour ça, il faut être au clair sur qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me ressource, qu'est-ce que j'aime faire. Et puis, au niveau du R dans les relations positives, ça va être de pouvoir identifier les personnes qui me soutiennent, les personnes avec qui je me sens en confiance, qui me réconfortent quand j'ai un coup dur. Et ben, quelles sont les personnes que je vais pouvoir solliciter si jamais à un moment donné, je me sens dans une situation vraiment difficile. Quelles sont les personnes que je peux solliciter pour trouver du réconfort, mettre la tête sur l'épaule. Donc déjà, de pouvoir, en prévention, être au clair sur une auto-évaluation positive de soi, d'être au clair sur quelles sont les activités qui vont me ressourcer quand je me sens pas bien, d'être au clair sur quelles sont les personnes auprès de qui je vais pouvoir me rendre ou en tout cas échanger pour me réconforter. Et ben, c'est ce qui va me permettre aussi de rebondir plus facilement. Si j'ai une image négative de moi, que je sais, j'ai pas d'activité que j'aime, qu'en tout cas je les ai pas repérées, je les ai pas en tête, et que j'ai pas en tête les personnes qui peuvent m'aider, ben là c'est compliqué et là on risque de s'embourber et là ça va être difficile de pouvoir rebondir. Donc, il y a aussi cet aspect de développer son spark musclé, hein, quand on disait les muscles de la résilience. Au-delà du travail du spark, c'est aussi d'aller développer toutes ces ressources qui permettent justement derrière, quand une situation difficile arrive, eh bien, de pouvoir mieux rebondir. Et puis le C pour une confiance renforcée. Donc là, on va aller travailler la confiance en soi. Quelles sont les ressources, les leviers qui permettent de pouvoir appréhender la confiance en soi. Et on en avait d'ailleurs parlé pendant la conférence, si je ne me trompe pas. Donc normalement, ça donne des éléments de réponse à ce que tu disais juste avant,
Mais Est-ce que vous avez des questions? ce qui est certain, c'est que, euh, enfin bon, moi personnellement, j'ai eu quelqu'un qui a été, c'est mon père, hein, qui a vraiment été un exemple à bien des égards. Et je l'ai vu face à certaines difficultés, à certains échecs. Et c'est vraiment ce qu'il est, qui est vraiment euh, un exemple. Ça me fait réagir. Je me mets dans cette posture-là, dans cette attitude-là, mentalement et même, je dirais même physiquement. Donc, par rapport à l'exemplarité, je dirais que savoir, enfin, aider son enfant à rebondir après un échec, bah, faut déjà énormément travailler sur soi pour être une personne de référence pour ses enfants. Mm. Et merci par rapport à ce que tu amènes là, Maranie, que c'est hyper important. C'est aussi un des messages que je voulais faire passer après, de se dire que, on l'a vu, hein, l'enfant, il apprend par mimétisme, par imitation. Et bien sûr que l'environnement dans lequel il évolue va aussi lui permettre d'être plus ou moins résilient. Et que si nous, on montre une façon de faire qui est celle qu'on a pu voir ce soir ensemble dans nos façons d'appréhender les situations difficiles, eh ben, nous sommes effectivement un exemple euh, qui, ou en tout cas qui donnera plus de chances à nos enfants de pouvoir à leur tour s'en saisir et de faire comme nous aussi on l'a fait. Alors bien sûr, ça n'empêche pas le droit à l'erreur, hein, souvenez-vous, en tant que parents, nos erreurs aussi, elles sont source d'apprentissage pour nos enfants, si tant est qu'on en montre justement ce que nous, on en apprend. En tout cas, ça a un impact sur notre façon d'être, certainement en tant que parents, et c'est important d'en avoir conscience. Et en même temps, il n'y a pas non plus de déterminisme à ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'en ai conscience, je peux aussi faire autrement. Mm. Donc ça, c'est pour moi aussi un point hyper important de dire qu'il n'y a pas de... Il y a rien n'est figé dans le temps, et c'est pas parce que j'ai adopté une attitude similaire par rapport à mon vécu lié à mon éducation et mon modèle parental que forcément je vais faire la même chose, hein. On peut, c'est aussi tout l'intérêt de pouvoir prendre conscience de tout ça, c'est de se dire, OK, et ben moi, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je choisis de faire? Et bien sûr qu'on a un pouvoir d'agir là-dessus, heureusement. Je vous ai remis ici, je l'avais présenté, je crois, la dernière fois, un outil de Scolavi, les mains de la résilience, voilà, qui reprend aussi d'une autre manière, un petit peu tous ces éléments qu'on vient de voir ensemble. Voilà, c'est un outil qui peut être partagé aussi, pourquoi pas, avec vos ados, de pouvoir repérer toutes ces ressources qui sont précieuses pour justement faire face aux difficultés du quotidien. Et puis, j'avais un petit défi quand même à vous, à vous proposer. Et puis après, j'ai mis pas mal de diapos avec des ressources si vous voulez aller plus loin. Donc, un petit défi, et puis je vous invite peut-être à partager dans le chat ou oralement. Je me souviens d'une situation compliquée dont j'ai réussi à me sortir avec brio. Donc, finalement, une situation où vous avez vous-même fait preuve de résilience. Mais par exemple, pour un divorce, c'est une situation drôlement compliquée. Je crois que c'est la pire que l'on puisse rencontrer dans une vie. Enfin bon, hormis d'autres drames, de vrais drames. Mais ça, c'est des situations compliquées qui vous obligent à aller puiser toutes vos ressources pour, ben, ne pas vous faire trop mal, pour savoir qu'il va falloir s'en sortir et se réhabituer, pour ne pas foutre en l'air ce qui a été vécu et qui était bien, pour, euh, euh, pour respecter ses enfants et leur cocon d'origine. Parce que là, on va les léser à vie, on va les fragiliser à vie pour se comporter d'une façon ben, froide, distante, mais respectueuse de son ex-conjoint, pour ne pas monter dans les tours au moment où l'autre a envie de vous taquiner un peu. Enfin, bon, moi, c'est la situation que j'ai vécue parce que, et puis, je sais pas, enfin, vous êtes assez jeunes toutes, peut-être que vous n'êtes pas passé encore par cette case-là. Euh,
je sais pas si je vous le conseille de passer par cette case-là d'ailleurs, mais entre nous se dit, elle vous fait drôlement grandir, hein. Elle vous oblige à aller chercher de sacrées ressources pour que justement on s'en sorte bien et pour avoir Eh le ben, sentiment qu'on a réussi son divorce, raté son mariage, mais réussi son divorce. et puis, peut-être pour rebondir aussi dans ce que tu partages là, Marianne, c'est important aussi d'être authentique avec nos enfants et de pouvoir parler de manière assez ouverte des situations compliquées qu'on peut vivre. Alors évidemment, on n'est pas forcément obligé de tout raconter non plus, hein, on est d'accord, mais dans cette idée de, ben, voilà, quelles sont les ressources que vous avez activées pour faire face à votre situation, puisque ben, c'est l'exemple que vous donnez en montrant à vos enfants, bon ben voilà, quand on est devant une situation difficile, on peut activer des ressources pour s'en sortir, en tout cas du mieux possible. Donc on est effectivement source d'inspiration par rapport à ça. C'est important aussi, je crois que ça aide beaucoup dans cette idée de pouvoir se ressourcer, de se faire du bien pour accueillir nos émotions. Parce que ça, on ne le dit pas forcément de manière aussi claire, de formuler à nos enfants, bon, bah là, je sens que ma colère, elle monte. Allez, je vais me faire un bon bain, ça va me faire du bien, je me sentirai mieux après, et puis comme ça, je serai mieux disposée pour qu'on passe une bonne soirée ensemble. Mais vraiment de formuler qu'est-ce que vous faites vous pour vous faire du bien et pourquoi vous le faites et qu'est-ce que ça permet de différent derrière. Donc ça, c'est un point aussi qui est important. Si vous voulez aussi un petit peu avoir d'autres éléments par rapport à la résilience, il y a Scolavi avait fait un cahier mensuel dédié à la résilience. Donc si vous tapez cahier mensuel Scolavi résilience, vous allez retomber dessus. Je vois d'ailleurs une citation de Boris Cyrulnik là, qui était cité par Marjorie tout à l'heure, hein, qui dit que pour pouvoir s'en sortir, il faut disposer très tôt de ressources en soi et pouvoir bénéficier de main tendue ou tuteur de résilience. Ça résume bien aussi, je trouve, je crois, ce qu'on a vu ensemble ce soir. Et puis, ben, toujours garder en tête hein, que, évidemment, on a notre rôle à jouer et que ben, on n'est pas seul. Que bien sûr, les différentes personnes que nos enfants côtoient, que nos enfants rencontrent, vont aussi, bien sûr, influencer la façon dont ils vont évoluer, qu'il faut tout un village hein, pour élever un enfant et qu'on ne maîtrise pas non plus tout dans cet environnement-là, que ça fait partie des aléas qui font que peut-être pour nous, on va devoir sparker pour aussi mieux appréhender comment aussi faire avec ou accompagner nos enfants en fonction aussi de l'environnement dans lequel ils évoluent, qui n'est pas toujours auprès d'adultes, en tout cas auprès desquels on a envie qu'ils évoluent. Pour rappel aussi, hein, je l'avais partagé dans notre conférence au mois de septembre, de se réinterroger sur nos postures de parents qui peuvent parfois, quelque part, aussi entraver la capacité de résilience de nos enfants à partir du moment où on est parents serviteurs, parents surprotecteurs, surencadrants, dans la suradaptation, où finalement, on ne leur fait pas vivre de frustration, on ne leur fait pas vivre d'inconfort, on ne leur fait pas vivre de situations de malaise. Or, c'est toutes ces situations-là qui vont leur permettre aussi de développer des capacités de résilience. Donc, à vouloir les surprotéger, ben, on les empêche quelque part de développer des capacités de résilience. Et ce qui fait que quand ils grandissent, eh ben, c'est compliqué après pour eux de faire face aux difficultés. Donc, dans notre propre posture de parents, je crois qu'il y a aussi parfois des choses sur lesquelles on peut peut-être travailler pour les autoriser à vivre ces situations difficiles. Ça ne veut pas dire ne pas les accompagner et les négliger et les délaisser hein, dans le vécu de ces situations. Bien sûr qu'on a besoin de les accompagner, mais c'est différent d'accompagner une situation difficile pour nos enfants que de les empêcher de les vivre, voyez. Voilà, et puis je le répéterai jamais assez, chacun sa situation personnelle, familiale, économique, sociale, que chacun voilà, essaye de faire du mieux possible, que nos erreurs de parents, elles sont aussi source d'apprentissage pour nos enfants. Souvenez-vous, hein, le 80-20 dont je parlais dans la conférence sur l'autonomie. Donc, ne pas chercher à être parfait, surtout pas, mais en tout cas des parents suffisamment bons. Et ce sera déjà
Très bien pour eux. Et puis, petit tour de table ou de Zoom pour favoriser un peu plus la résilience de vos enfants. Ça va être quoi votre prochain petit pas? Parce que c'est important après un moment comme ça de se dire, OK, qu'est-ce que j'en fais moi de tout ça? Qu'est-ce que j'ai envie d'en garder par rapport à mes besoins, par rapport à ce que je vis dans la relation avec mes jeunes, mes ados? Ça va être quoi votre prochain petit pas? Utilisez le perroquet. Yes. Alors, il y a aussi des perroquets positifs, hein. Je ne pouvais pas tout vous montrer ce soir pour vous rassurer qu'il y a quand même aussi des perroquets sympas. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis quelques ouvrages. Donc là, plutôt sur la résilience. Donc, vous avez notamment des ouvrages, bien sûr, de Boris Cyrulnik, hein, qui est un peu une référence. Et aussi un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jacques Leconte, voilà, que je trouve vraiment très inspirant, qui est un bonhomme qui a une histoire incroyable et voilà, qui est d'une une bonté, d'une générosité dans ses écrits que je trouve vraiment touchante et très inspirante. Et puis là, il y a deux ouvrages donc des Québécois, toujours en avance sur nous, Favoriser la résilience des enfants à la maison comme à l'école. Atelier clé en main. Donc là, c'est des ouvrages où vous avez des activités pour justement pouvoir cultiver avec des activités concrètes à faire en famille. Ces ouvrages-là, ils sont accessibles gratuitement en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller chercher les glaner sur la toile. Sur les compétences émotionnelles, il y a pour les sportifs, maître de tes émotions, que je trouve vraiment très chouette, qui se repose sur le multisport. Voilà, comment pouvoir travailler les compétences émotionnelles à travers le sport. Il y a un autre ouvrage qui s'appelle Développer les compétences émotionnelles en 8 séances, où là, vous avez aussi des apports théoriques et beaucoup d'exercices d'activités qui permettent de développer des compétences émotionnelles. Sur la confiance en soi, il y a le chercheur de référence que je vous avais déjà cité, qui s'appelle Albert Bandura, qui a fait un ouvrage dédié qui s'appelle donc l'auto-efficacité. Ma collègue Laure Reynaud, qui a aussi, pour les enseignants aux éditions Retz, développé des ouvrages pour les maternelles, pour cycle 2 et 3, pour vraiment dédié au développement des compétences psychosociales, qui est très pratico-pratique et dont, en tant que parent, on peut aussi y trouver largement son compte. Et puis des petits cahiers d'exercices qui sont très bien faits chez nos amis belges aux éditions de Jouvence. Il y en a un qui est dédié à la pleine conscience et un qui est dédié à l'intelligence émotionnelle. Donc voilà, pour aussi travailler, développer ses compétences émotionnelles, c'est des ouvrages qui sont très bien faits. Il y en a un aussi que j'aurais pu mettre là, que j'ai oublié, sur la gestion de la colère, sur les petits cahiers d'exercices des éditions de Jouvence, là, qui est très bien fait. Sur l'assertivité, quelques ouvrages plutôt communication non violente. L'ouvrage de référence qui est vraiment une initiation à la communication non violente de Marshall Rosenberg. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. J'ai beaucoup aimé aussi celui de Soura Hart, Parents respectueux, enfants respectueux, qui donne aussi, je trouve, des clés assez intéressantes. Thomas Dansbourg, qui fait pas mal de vidéos aussi, de conférences, que si vous tapez sur YouTube, et qui a fait cet ouvrage Cessez d'être gentil, soyez vrai, en version illustrée, qui est plutôt sympa. Et puis là encore, les éditions de Jouvence qui ont fait deux ouvrages, la communication non violente et un ouvrage dédié pour l'utiliser avec les enfants. Et puis enfin, donc Positran avec ce fameux Spark qui a fait un petit jeu de cartes qui s'appelle l'aventure Résilience. Donc vous pouvez sparker en famille en utilisant le jeu qui permet justement de pouvoir identifier à travers les cartes les différents perroquets, les différentes émotions, les différentes réactions, les conséquences. Donc pour pouvoir décortiquer une situation avec des cartes qui vous permettent justement de sparker de manière plus efficace. Voilà ce que je voulais partager. Et Sandra qui partage aussi un autre ouvrage pour les enfants, Bande d'incroyables. Super, merci Sandra. D'autre part, merci beaucoup de parler de l'association autour de vous. On va vous relancer un mail, j'espère que vous le lirez pour vous annoncer que l'adhésion à l'association est gratuite. Oui, on peut le faire.
parce qu'il y a quand même des gens qui nous font des dons. Donc, merci, hein. Et puis, c'est vrai que si il y a des dons, ce qui est quand même arrivé, eh bien, on a la capacité de vous les faire défiscaliser. Donc, par exemple, 10 euros ben, ne vous coûte plus que 4 euros, par exemple. Enfin, voilà quoi. On est rentré dans une logique d'association d'intérêt général. Voilà la façon de retomber sur nos pattes pour que l'association soit la plus ouverte possible et que du coup, ben, elle rayonne le plus possible. Eh ben, écoutez, ce fut un plaisir de partager ça avec vous. On vous souhaite plein de bonnes choses.